lors de la fête de ma propre famille, mon père s'est levé, a levé son bourbon vers le ciel, et a porté un toast à mon frère, pour avoir fait honneur au nom des Stone. Ensuite, il m'a regardé, d'un air froid et impassible. Quant à ma fille, a-t-il dit devant une centaine d'invités souriants, ses choix sont un fardeau qu'elle doit porter seule, et non le mien. Ils ont ri. J'ai souri. Mais, 10 secondes plus tard, la télévision derrière lui a diffusé un flash info, et la nation a enfin vu qui était le véritable soldat. Je m'appelle Riley Stone. J'ai 33 ans, je suis général de division dans l'armée des États-Unis. Et ce soir-là, mon propre père m'a rappelé que, dans cette famille, les titres ne signifient rien, lorsqu'ils appartiennent aux mauvais enfants. C'était une soirée étouffante de juillet, dans le Missouri, le genre de soirée où l'air vous colle à la peau, et où l'odeur des travers de porc fumé au bois de Carrier s'accroche à chaque respiration. Le ranch de notre famille était décoré de banderoles patriotiques, et de nappes à carreaux rouges, comme si le 4 juillet avait décidé de se prolonger, juste pour nous. Les adultes sirotaient des Budweiser au goulot dégoulinant, tandis que les enfants jouaient au loup, entre les balles de foin et les chaises de jardin. En apparence, c'était une peinture de Norman Rockwell. Je portais une simple chemise en flanelle, un jean délavé, et des bottes encore poussiéreuses de la base. J'avais l'air à part, au milieu des polos de créateurs, des robes d'été, et des sourires manucurés. Liam, mon frère aîné, le capitaine Liam Stone, portait un costume bleu marine sur mesure. Il tenait court au centre de la pelouse, racontant des histoires sur les réunions de stratégie du Pentagone, et se frottant aux sénateurs. Les gens riaient trop fort, hochaient la tête avec trop d'enthousiasme. Il était l'élu. J'ai essayé de croiser le regard de ma mère. Eleanor Stone se tenait près du buffet, servant de la purée de pommes de terre dans l'assiette de Liam, comme s'il s'agissait d'une offrande sacrée. « Et, maman, ai-je dit. » Elle m'a jeté un coup d'œil, son sourire tendu et distrait. « Salut, ma chérie, a-t-elle chuchoté rapidement, les yeux retournant aussitôt vers Liam. « Assure-toi de prendre du maïs, avant qu'il n'y en ait plus. » Elle s'est détournée aussi vite, lorsque mon père, Harrison Stone, s'est levé de sa chaise, un verre de bourbon four rose à la main. La cour est devenue silencieuse. Sa voix, vieillie par des années de commandement et d'arrogance, a résonné à travers l'assemblée. J'aimerais porter un toast. Toutes les têtes se sont tournées, les téléphones ont été baissés. Les conversations se sont éteintes. Il a levé son verre bien haut, et a regardé directement Liam. À mon fils, le capitaine Liam Stone, un homme qui porte l'héritage de la famille Stone, avec honneur et brio. Les applaudissements ont éclaté. Des sifflements, des acclamations, la fierté imprégnait l'air, tout comme l'humidité. Puis, il s'est tourné vers moi. L'espace d'une seconde, nos regards se sont croisés, et les siens étaient glacials, évaluateurs, et vides. Il s'est raclé la gorge, et a ajouté, « Et ma fille, eh bien, ses choix sont son propre fardeau à porter. » C'était tout. Pas de nom, pas de verre levé, juste un rejet si tranchant, qu'il a coupé court aux acclamations, comme du verre brisé dans un bol de punch. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quelle explosion que j'avais entendue au combat. Même les grillons se sont tus. J'ai senti mon estomac se transformer en pierre. Mon souffle s'est coupé. Je me tenais là, soudainement hyper consciente du regard de chaque personne, se déplaçant de manière gênée, de la mâchoire du gamin des voisins, tombant au beau milieu d'une bouchée de hot-dog, et de la façon dont Liam souriait d'un air suffisant dans son verre. J'avais envie de disparaître. C'est alors qu'est survenu le coup du sort, que personne n'attendait. L'écran plat du bar extérieur, qui diffusait auparavant les moments forts du baseball en arrière-plan, a vacillé, et est passé sur un bulletin spécial de Fox News. La voix du présentateur était sombre. Nous venons de recevoir la confirmation du département de la Défense. Mon cœur s'est arrêté. L'écran s'est rempli du sceau du Pentagone. Ensuite, ma photographie, en uniforme de combat complet de l'armée. Mon visage, mon nom, mon grade. Le bandeau indiquait, dernière minute, le général de division Riley Stone, 33 ans, l'esprit stratégique derrière la contre-offensive mondiale contre l'IA. Le silence était absolu. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié de joie. Le verre de bourbon de mon père tremblait dans sa main. Le liquide ambré frissonnant avec lui. La fierté dans ses yeux s'est vidée, comme un barrage défectueux. Et moi, je n'ai pas souri. Je ne me suis pas prélassé dans ce moment.
Je n'ai rien ressenti. Ou plutôt, j'ai ressenti trop de choses, un déluge de rage, de tristesse, et de vindicte, luttant tous pour remonter à la surface. Mais surtout, j'ai ressenti un vide creux dans ma poitrine, comme si j'avais sauté de 10 000 pieds sans parachute, et que je tombais encore. Il me voyait maintenant, mais pas comme une fille, seulement comme une anomalie, et toujours, personne n'a dit un mot. Alors que je me tenais là, figé, mes doigts se sont serrés involontairement, autour de la bouteille d'eau glissante de condensation, que je n'avais même pas réalisé tenir. Personne ne croisait mon regard, ni mes oncles, ni mes cousins, pas même le voisin dont j'avais autrefois extirpé le fils d'un pick-up renversé, lors d'une crue soudaine. Tout le monde regardait le sol, leur verre, n'importe où, sauf moi. La télévision a continué de diffuser mon nom à nouveau, cette fois avec un gros titre défilant, sur mes contributions à la force opérationnelle internationale, contre les systèmes de combat IA rebelles. Mais personne n'a fait de commentaires, pas un seul, c'est incroyable, ou je n'en avais aucune idée, juste le silence. Je me suis retourné, et j'ai marché vers la maison. Mes bottes résonnaient contre le porche en bois. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, comme le poids de toutes les années que j'avais passées à me battre. Pas seulement dans des guerres à l'étranger, mais pour avoir de l'espace pour respirer, dans ma propre famille. Je suis passé devant le mur de photos, dans le vestibule. Des photos de Liam à West Point. Liam serrant la main de politicien. Liam posant avec papa, à côté d'un nouveau camion. Mon visage n'était nulle part. Dans la cuisine, j'ai fixé le plan de travail. La tarte aux fraises de ma mère trônait là, intacte. J'avais préparé cette tarte. Je l'avais apportée en espérant que, peut-être, juste peut-être, elle me vaudrait un petit moment de chaleur. Mais personne n'avait demandé qui l'avait faite. Et maintenant, elle restait là, comme moi, ignorée. Derrière moi, la porte arrière a grincé. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Tu n'avais pas besoin de partir en trombe, a dit la voix de ma mère, douce et pleine de tension. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu, à peine au-dessus d'un murmure. J'ai marché. Elle a soupiré. Ton père, il ne voulait pas te blesser. J'ai laissé échapper un rire amer. Il n'a même pas prononcé mon nom, maman. Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, se tordant probablement les mains, comme elle le faisait, lorsqu'elle ne pouvait pas réparer quelque chose, sans casser autre chose. Je suis général, ai-je finalement dit. J'ai mené des missions qui ont sauvé des milliers de vies, mais je ne serai jamais assez bien, n'est-ce pas? Tu n'as rien à nous prouver. Mais je l'ai fait, et je le fais, et je pense que je le ferai toujours. Elle a fait un pas de plus, mais j'ai reculé. Je n'étais pas prête. Pas ce soir. C'est à ce moment-là que j'ai su, que ce n'était pas juste une mauvaise soirée. C'était le modèle de base. C'était ce qu'ils avaient toujours été. Et moi, j'en avais fini de demander une place à une table, qui avait été dressée pour la réussite de quelqu'un d'autre. Le verre de Bourbon dans la main de mon père a tremblé, lorsque la télévision a annoncé mon nom, mais mes propres mains étaient stables. Ce genre de tremblement dû à la surprise, à l'incrédulité, je l'avais ressenti à 23 ans, pas à 33 ans. Après que la fête se soit dissoute en murmures et en silence, je suis entré dans la maison, comme un fantôme que personne ne remarquait. Le chant des grillons a repris à l'extérieur. Les rires avaient disparu. J'ai monté les escaliers, chaque marche gémissant sous mes bottes, mais personne ne m'a rappelé. En haut, le couloir sentait la cire de cèdre, et le temps qui passe. Je me suis arrêté devant la salle familiale. Le manteau de la cheminée avait toujours été un sanctuaire dédié aux exploits, principalement ceux de Liam. Mais pendant quelques années, il y avait eu un cadre qui rompait ce schéma. Une photo de moi, le jour de la remise des diplômes de l'école des troupes aéroportées. De la sueur sur mon front, de la boue sur mon uniforme, les yeux illuminés d'une fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Elle avait disparu. À sa place, une photo glacée de Liam, dans un costume gris foncé, souriant à côté d'un sénateur américain. Je me suis approché. Pas un grain de poussière, fraîchement nettoyé, vénéré. J'ai appelé « Maman ». Elle est apparue au bout du couloir, tenant un plateau de verre vide. « Où est ma photo ?» ai-je demandé. Ma voix n'était pas en colère. Elle était trop atone pour cela. « Oh » a-t-elle dit trop vite. Je l'ai rangée. Elle prenait la poussière. Rangée où? Dans le débarras.
Quelque part en bas, je crois. Ne t'inquiète pas. Quelque part, ai-je répété, comme moi. Quelque part. Ses yeux n'ont pas croisé les miens. Elle a disparu en bas des escaliers, sans ajouter un mot. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le grenier, 15 minutes plus tard, une lampe de poche à la main, grimpant dans la chaleur et les ombres. La porte s'est ouverte en grinçant, révélant un espace qui sentait le bois sec, le vieux papier, et tout ce dont personne ne veut se souvenir. J'ai dû me baisser, pour éviter les poutres basses. La poussière dansait dans le faisceau de ma lampe de poche. J'ai fouillé boîte après boîte, des décorations de vacances, les trophées d'enfance de Liam, et même un bac entier, étiqueté linge de Thanksgiving. Puis, dans un coin éloigné, derrière un cheval à bascule cassé, je l'ai vu. Une boîte en carton détrempé, avec un marqueur noir effacé. Affaire de Riley. L'écriture était indubitable, celle de mon père, tout en majuscules, comme s'il étiquetait une pièce d'équipement gouvernemental. Je l'ai tiré vers moi, et je me suis agenouillé. Le ruban adhésif était cassant, et les rabats supérieurs se sont ouverts avec un craquement. Là, pêle-mêle comme des ordures, se trouvaient des morceaux de moi. Ma première médaille de marathon, toujours attachée au ruban rouge, blanc et bleu, maintenant froissée et ternie. Un béret vert, qui m'avait été offert par mon grand-père, Pop, le jour où j'avais été accepté dans la sélection des forces spéciales. Il est mort 2 semaines plus tard. Une lettre plastifiée de mon commandant de bataillon, louant ma prise de décision sous le feu de l'ennemi, lors d'une embuscade de convoi en Afghanistan. Sous tout cela, une poignée de figurines G.I. Joe en plastique cassé, de vieux cahiers du collège, et un sweat à capuche usée, que je n'avais pas vu depuis le lycée. C'était un musée de l'indifférence. Pas un seul objet n'avait été placé avec soin. Pas d'emballage, pas de cadre, aucun signe que quiconque accordait de la valeur à ces choses. Ce n'étaient des artefacts que pour moi. J'ai doucement touché le béret vert. Je me suis souvenu de la nuit où Pop me l'avait donné, assis sur la balancelle du Porsche, avec sa bouteille d'oxygène qui sifflait, me disant « Tu vas accomplir plus de choses qu'aucun d'entre eux, ma fille. » Retiens bien mes mots. Je suppose qu'il avait raison. Et pourtant, il reposait ici, à côté d'un camion en jouets cassés, et d'un ballon de football dégonflé. Tout au fond de la boîte, à moitié plié et abîmé par l'eau, se trouvait mon certificat de soldat de l'année, de la 82e division aéroportée. Je l'avais reçu en 2016. Je me souvenais avoir appelé à la maison, ce jour-là. J'étais tellement fier, que je pouvais à peine sortir les mots. J'avais dit, « Papa, j'ai gagné. » Je l'ai vraiment fait. Ils ont appelé mon nom devant toute la base. Sa réponse fut aussi désinvolte, que s'il lisait une liste de courses. Bien. Liam vient d'être accepté dans le programme de MBA, à Georgetown. Il déménage bientôt à Washington. Et, je dois y aller. Les appels longue distance coûtent encore cher. Clique 30 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'une année entière de ma sueur et de mes sacrifices, soit réduite à néant. Maintenant, je fixais ce papier gondolé. Il avait l'habitude d'être accroché dans ma caserne. Je l'avais plastifié moi-même. Et il était là, plié, les bords s'enroulant sur eux-mêmes, coincé derrière un dossier Batman déchiré. Je me suis assise sur mes talons. Le grenier a grincé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas scié. Mon cœur s'était depuis longtemps endurci face à ces petites trahisons. Mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est calcifié, à ce moment précis. Une décision, ou peut-être une résignation. Ils ne m'ont jamais vu. Pas la vraie moi. Seulement le fardeau que je représentais. Et maintenant, même mes victoires n'étaient qu'un encombrement dérangeant. J'ai ramassé la médaille, le béret, le certificat. Je les ai doucement pliés sur mes genoux, lissant leurs bords avec mes paumes. Mes doigts bougeaient comme si je manipulais des explosifs, car d'une certaine manière, c'était le cas. Ce n'étaient pas de simples objets. C'était tout ce que j'avais construit, tout ce qu'ils ne voulaient pas exposer, parce que cela ne correspondait pas à leur récit. La maison a de nouveau gémi, sous l'effet de la chaleur stagnante. Quelque part en bas, quelqu'un a mis de la musique. Du rock classique, probablement la playlist de Liam. J'ai regardé autour de moi dans le grenier, une dernière fois. Puis, j'ai parlé à voix haute, à l'attention de personne. Je ne suis pas celle qu'on oublie. Je suis la preuve que vous avez ignorée. Et j'ai refermé la boîte,
prudemment cette fois, comme si le passé méritait au moins une personne, qui ne le jetterait pas à la poubelle. De retour dans ma chambre d'enfant, j'ai posé la boîte au pied du lit. Les posters avaient disparu, remplacés par des murs beiges, et un panneau décoratif sur lequel on pouvait lire Home Sweet Home. Comme si la maison elle-même avait essayé d'oublier que j'y avais vécu un jour. Je me suis assise sur le bord du lit, tenant toujours le béret sur mes genoux. Un souvenir m'a frappé, clair, précis, douloureux. J'avais 16 ans. C'était la veille de ma première compétition d'athlétisme au niveau de l'État. Je m'étais entraîné pendant des mois. Papa avait promis de venir. Il ne l'a pas fait. Ce soir-là, Liam a obtenu un 14/20 à un test de mathématiques avancées, et papa l'a emmené manger un steak. Je me souviens m'être tenu sur le podium avec mon ruban, et avoir scruté la foule, espérant que, peut-être, il arriverait en retard. Il n'est pas venu. Maman a dit, il a eu un truc pour le travail, ma chérie. C'est là que j'ai appris pour la première fois que sa version de l'amour était conditionnelle. La version du succès de Liam avait du sens pour lui. La mienne n'en aurait jamais. Aujourd'hui, des années plus tard, j'étais toujours debout sur ce podium invisible, le ruban à la main, le public réduit au silence. Sauf que cette fois, je n'allais pas attendre les applaudissements. Je me souviens du goût des œufs en poudre, et du café rassis, plus vivement que de n'importe quel gâteau d'anniversaire de mon enfance. Mes premières années dans l'armée n'avaient rien de prestigieux. J'étais en poste à Fort Bragg, dormant dans une caserne commune, qui sentait les vieilles bottes et les produits de nettoyage industriel. Mes repas provenaient de barquettes en plastique. Mes chèques de paie étaient à peine suffisants pour vivre, mais je réussissais quand même à envoyer de l'argent à la maison. Chaque mois, réglé comme une horloge, je virais une partie de mon salaire vers le Missouri. Je me disais que c'était pour la maison, peut-être pour de nouvelles fenêtres, dans la chambre à l'étage qui fuyait toujours pendant les orages. J'imaginais maman acheter des courses, papa réparant enfin les marches du Porsche. C'est ce que je croyais faire, aider, être une bonne fille, une adulte responsable, un soldat capable de porter plus que son simple pactage. J'ai sauté des vacances, refusé des escapades d'un week-end, et décliné les invitations de mon unité. Pendant qu'ils partaient boire des bières, ou faire des voyages à Myrtle Beach, je restais derrière, faisant réchauffer des ramen à 1 euro au micro-ondes dans ma chambre, redirigeant mon argent de poche vers une famille qui reconnaissait à peine mon existence. J'ai un jour refusé une permission de 4 jours, pour économiser pour ce que je pensais être le cadeau d'anniversaire de mes parents, un nouveau lave-vaisselle. Je mangeais dans du carton, pour que Liam puisse manger dans de la porcelaine. Puis l'appel est arrivé. C'était un dimanche après-midi, le genre de journée où je m'autorisais une 2e tasse de café, et la moitié d'un chapitre d'un roman de Tom Clancy. Maman a appelé, pendant que je pliais mon linge. Sa voix était enjouée, pressée. « Merci pour l'argent, ma chérie, a-t-elle dit. Liam était incroyable dans ce costume Armani. Il lui allait comme un gant. Parfait pour le voyage à New York. Le réseautage s'est très bien passé. Au fait, tu aurais dû voir les photos. Au début, je n'ai pas compris. J'ai même souri comme une idiote. Quelle photo? Oh, tu sais, de la soirée de rencontre, cet événement sur le toit de l'hôtel Empire. Nous n'aurions pas pu payer les vols et l'hôtel sans ton aide. Mes mains se sont figées en plein pliage. Vous avez utilisé l'argent que j'ai envoyé, pour Liam, ai-je demandé lentement. Eh bien, a-t-elle dit, hésitant pour la première fois. Il avait vraiment besoin d'être élégant. Ces opportunités ne se présentent pas 2 fois. Je ne me souviens pas de grand-chose de la suite de cette conversation. Je crois que j'ai inventé une excuse, et que j'ai raccroché. Mon cœur battait si fort, que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. La pièce tournait légèrement. J'avais vécu avec des courses de supermarché à prix réduit, j'avais renoncé à remplacer mes bottes usées, j'avais rationné mon dentifrice vers la fin du mois. Tout ça pour que mon frère, l'enfant chéri, puisse se pavaner et dîner à Manhattan. Je me suis assise sur le bord de ma couchette, et j'ai fixé le sol pendant un long moment. C'était comme si l'oxygène avait été drainé de la pièce. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé. Pas dans la rage, pas dans le drame, juste avec une forme de finalité. Je ne leur en ai jamais touché un mot. J'ai simplement arrêté d'envoyer de l'argent. Aucune explication, aucune dispute, juste le silence. Des semaines plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. C'était mon père. Riley, a-t-il aboyé.
Depuis quand es-tu devenu égoïste, au point de couper les vivres à ta propre famille? Tu penses que tu es trop bien pour nous, maintenant? J'ai tenu le téléphone à quelques centimètres de mon oreille. Sa voix m'était familière, autoritaire, arrogante, comme si je lui devais un rapport. Je l'ai ramené près de ma bouche et j'ai répondu, d'un ton calme et glacial. J'apprends juste des meilleurs, monsieur. Puis, j'ai raccroché. C'était la première limite que j'avais jamais fixée. Pas de dispute, pas de réfutation, juste un mur silencieux, construit brique par brique à partir de chaque sacrifice ignoré. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. Des années plus tard, je tomberai sur une citation du général Patton. Accepter les défis, afin de pouvoir ressentir l'exaltation de la victoire. Ce jour-là, le défi n'était pas la guerre. C'était de savoir quand arrêter de donner, à des gens qui ne me voyaient que comme un distributeur, jamais comme une personne. J'ai arrêté d'acheter des dîners de steak, pour un homme qui ne m'avait jamais demandé une seule fois si j'avais de quoi manger. Le plus étrange, c'est que personne n'a relancé. Personne n'a demandé pourquoi l'argent s'était arrêté. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste un vide là où se trouvait autrefois l'attente. Au début, je me suis senti coupable. Je me réveillais la nuit, en pensant que peut-être ils avaient des difficultés. Peut-être que je les punissais trop durement. Mais ensuite, je me souvenais de la façon dont maman avait prononcé le mot Armani, comme s'il s'agissait d'un mot magique. Et de la voix de papa, dégoulinante d'accusation plutôt que d'inquiétude. Cette culpabilité a disparu rapidement. J'ai commencé à dépenser pour moi-même. Pas pour des luxes, juste pour de la dignité. Un matelas décent, un vrai manteau d'hiver. Un week-end, je me suis même offert un voyage en chalet, avec quelques camarades d'escouade. Nous avons partagé un pack de 6 bières, et fait griller des hamburgers dans le froid. C'était la première fois que je riais depuis des mois. Je ne leur ai pas parlé de ce changement. Je n'en avais pas besoin. Ils ne m'avaient de toute façon jamais posé de questions sur ma vie, seulement sur ce que je pouvais apporter à la leur. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que le silence n'était pas une faiblesse. C'est une armure. C'est une stratégie. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire, c'est de ne rien dire du tout. Et j'ai porté ce silence comme un uniforme. Les derniers mots que mon père m'avait dit résonnaient dans mes oreilles. Tu penses que tu es trop bien pour cette famille. Il ne m'avait jamais demandé si j'allais bien. Il ne s'était jamais demandé, une seule fois, ce qu'il m'en coûtait de continuer à être présente. J'ai transporté ce silence dans le chapitre suivant de ma vie. Celui qui m'a enfin appris, ce qu'était réellement une famille. Tout a commencé dans une pièce sans fenêtre du Pentagone, lors d'un briefing de renseignement de haut niveau. J'étais l'un des plus jeunes officiers dans la pièce, et la seule femme en uniforme. Les autres étaient des généraux aux cheveux argentés, et des analystes de carrière en costume repassé. J'avais présenté une carte de contre-insurrection des routes d'approvisionnement ennemies au Moyen-Orient, construite à partir de mois de données de terrain, et de nuits blanches. Ils ont jeté un coup d'œil à mes diapositives, sans être impressionnés, tous sauf une. Le colonel Eva Rostova était assise au fond, un café à la main, les yeux vifs derrière des lunettes étroites. À la fin de la réunion, alors que la plupart des hommes murmuraient des commentaires génériques, elle est restée en arrière. Elle s'est approchée de moi, m'a tendu une tasse de café noir fraîchement servi, et a dit « Vous avez un esprit stratégique, que la plupart des gens passent 3 décennies à essayer de construire. » J'ai cligné des yeux. « Merci, mon colonel. » « Ne les laissez pas vous réduire à un parachute et à un joli salut, a-t-elle ajouté, puis elle est partie. C'était la première fois que je me sentais vu. Pas en tant que Stone, pas en tant que femme essayant d'être à la hauteur de son frère, mais en tant que Riley, soldat, penseuse, leader. Plus tard cette année-là, nous avons été déployés en Afghanistan, dans la vallée de Korangal. Les habitants l'appelaient la vallée de la mort, et pour cause. Une nuit, nous avons été attaqués. Une embuscade depuis la ligne de crête. Les coups de feu claquaient dans le froid. On nous a ordonné de nous replier immédiatement. Mais derrière un grand affleurement rocheux, cloué au sol et saignant, se trouvait le sergent Colmetry. Sa jambe était déchiquetée. Les échanges radio ont explosé. Laissez-le. Trop risqué. Mais j'ai vu ses yeux à travers la poussière, pas de la peur, de la confiance. Couvrez-moi, ai-je aboyé, brisant la formation.
J'ai mené 2 soldats à travers les tirs à découvert, rampant à ras de terre, et tirant Cole centimètre par centimètre, jusqu'à ce que nous le sortions de là. Cette nuit-là, dans l'hôpital de campagne, Cole était groggy à cause de la morphine. Je me suis assise sur le bord de son lit de camp. Il a sorti une barre de chocolat écrasée de son gilet, l'a cassée en 2, et m'a tendu le plus gros morceau. « Merci de ne pas m'avoir laissé derrière, commandant, a-t-il chuchoté. J'ai souri. Vous auriez fait la même chose. Il a secoué la tête lentement. Pas tout le monde ne l'aurait fait, mais vous, oui. Cette barre était à moitié fondue, avait un goût de craie, et reste la chose la plus douce que j'ai jamais mangée. Avec le temps, j'en suis venu à réaliser que la famille n'était pas ceux qui vous avaient élevé. C'était ceux qui étaient présents, dans l'épreuve du feu. C'étaient les petits matins passés à siroter du café soluble amer, avec des coéquipiers fatigués qui n'avaient pas dormi, mais qui vous demandaient quand même si vous alliez bien. C'était le silence après une mission ratée, quand quelqu'un vous serrait l'épaule, sans dire un mot. C'était le pacte tacite, je te porterai quand tu ne pourras plus te porter toi-même. C'est ce qu'ils m'ont donné. Ce que ma vraie famille n'avait jamais pu m'offrir. Puis, est arrivée la lettre envoyée à mon adresse postale militaire. Écrite à la main, avec cette écriture cursive tranchante et arrogante que je ne connaissais que trop bien, celle de Liam. Pendant une fraction de seconde, je me suis permis d'espérer. Peut-être qu'il avait changé. Peut-être qu'il se souciait enfin de moi. Mais non. Il m'écrivait pour me demander une faveur. Il disait qu'il essayait d'obtenir une invitation au gala de l'Association de l'armée américaine, à Washington. Il pensait que je pourrais peut-être faire jouer mes relations, en tant qu'officier supérieur. Pas un seul mot pour demander si j'étais en sécurité, ou en vie. Juste une demande, une énième transaction. J'ai plié la lettre lentement, j'ai marché jusqu'au tonneau de combustion derrière notre tente, et je l'ai laissé tomber dedans. Elle s'est enflammée en un instant, lumineuse, vide, disparue. Ce soir-là, Cole m'a lancé une autre barre de chocolat. Le courrier est arrivé, a-t-il demandé, à moitié souriant. J'ai hoché la tête. Des courriers indésirables? Nous avons ri. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je n'avais plus à courir après une place à la table de la famille Stone, parce que j'en avais déjà une, ici, dans la boue, parmi des gens qui ne me laisseraient jamais marcher seul. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme un fardeau. Je me sentais chez moi. Plus tard dans la semaine, Eva m'a prise à part, avant un autre briefing de mission. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a dit, « Vous savez, Stone, le leadership ne se résume pas au grade. Il s'agit de savoir qui vous suit encore, quand les balles cessent de siffler. » J'ai hoché la tête. Parfois, c'est la seule chose qui a du sens. Elle a esquissé un léger sourire. Vous avez compris. Ne gaspillez pas votre temps à chasser des fantômes. Ces mots sont restés gravés en moi, parce que des fantômes, c'est exactement ce que mon ancienne vie était devenue. De vagues contours de personnes qui comptaient autrefois, désormais réduites à de simples ombres dans mon rétroviseur. Et j'ai arrêté de regarder en arrière. Nous avions pris l'habitude de nous réunir près de la tente des communications tard le soir, blottis autour de tasses en métal, et de blagues qui n'avaient de sens que pour ceux qui avaient affronté le même danger. Nous partagions des histoires, de la douleur, du silence. C'est là que j'étais à ma place. Pas dans des salons tapissés de portraits élogieux, mais dans des bottes boueuses, et parmi des mains usées qui savaient comment porter le poids. C'était ma famille, non pas par le sang, mais par choix. Et cela faisait toute la différence. Tout a commencé un lundi matin, comme les autres. Je venais d'entrer dans mon bureau au Pentagone, un café à la main, mes bottes encore humides à cause de la pluie à l'extérieur. Ma boîte de réception était déjà une zone de guerre. J'étais à la moitié de la lecture d'un briefing, quand mon téléphone a vibré une fois, 2 fois, puis sans arrêt. Quelque chose n'allait pas. J'ai levé les yeux. Quelques collègues me regardaient à travers le couloir. Pas curieux, mais inquiets. Eva Rostova est apparue à ma porte. Aucun mot, juste un regard. Elle a fait un signe de tête vers la salle de repos. La télévision était allumée, et il était là. Ethan Vance, mon cousin, en grand uniforme de cérémonie de West Point, assis sur le plateau de l'émission matinale Fox & Friends. Son sourire était modeste, ses cheveux étaient parfaits. Il était présenté comme l'un des brillants esprits derrière l'opération Iron Echo. Mon opération.
Il parlait lentement, avec révérence, comme s'il se remémorait un traumatisme qui l'avait fait vieillir. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, a-t-il dit, la voix tremblant légèrement. Nous perdions le contrôle de la zone d'opération. J'ai dû intervenir. Nous avons riposté. Cela a coûté des vies, mais nous avons triomphé. Je suis resté pétrifié. Il a décrit chaque détail, jusqu'aux commandes radio, à la topographie du terrain, et même au moment de la retraite ennemie. Des événements que seule une personne présente dans cette salle aurait pu connaître. Seulement moi. Et puis, comme si sa performance nécessitait un Oscar, il a fait une pause, et sa voix s'est brisée. Je me souviens encore des visages des hommes que nous avons perdus. Nous n'avons laissé personne derrière. Une seule larme a coulé sur sa joue. Eva a juré à voix basse. Il utilise vos notes de débriefing, mot pour mot. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Je fixais l'écran, pendant que l'Amérique écoutait un mensonge. Pas une citation erronée, mais un détournement pur et simple. Et je n'avais pas été simplement effacé, j'avais été remplacé. Dès que le segment s'est terminé, je suis sorti dans le couloir, et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la première sonnerie. Riley, a-t-il dit, comme si de rien n'était. Tu as vu l'interview, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-il répondu. Ethan a été formidable, raffiné, confiant. Le pays a besoin de héros comme lui. J'ai senti ma gorge se serrer. C'était mon opération. Il a pris mon travail, mes décisions. Il a soupiré. Écoute, je lui ai dit qu'il pouvait aller de l'avant avec ça. Il avait besoin d'un coup de pouce pour son avenir. Cela est de l'image de la famille. Tu es déjà général. Quel mal y a-t-il à partager un peu la vedette? Partager? Il l'a volé. Tu es égoïste, a-t-il dit. Ne fais pas de ça une question d'ego, Riley. D'ego. J'ai failli lâcher le téléphone. Pour lui, ce n'était pas une trahison. C'était de la stratégie, une image de marque, et je n'étais qu'un pion dans la campagne de communication de l'héritage de la famille Stone. Au revoir, papa, ai-je dit, et j'ai raccroché. Pendant quelques minutes, je suis simplement resté dans le couloir, l'esprit noyé par un brouhaha de parasites. Puis, mon téléphone a vibré à nouveau. Un collègue m'a envoyé un lien, un article qui venait d'être publié sur un blog militaire respecté. Le titre, au cœur d'Iron Echo, la figure montante du renseignement militaire. Il y avait une photo d'Ethan, recadrée à la perfection pour mettre en valeur sa bague de l'académie, et son insigne de distinction. L'article louait son instinct tactique sans pareil, et citait des sources au sein du Pentagone, qui confirmaient son héroïsme lors de l'opération. Des sources. Je n'avais pas besoin d'un nom. J'ai reconnu le rythme des phrases, la façon dont les citations étaient formulées. Liam, mon frère, le garçon prodige des affaires publiques, avait orchestré cette histoire. Il savait comment manipuler les médias, comment enterrer le mérite, et gonfler la fiction. Il n'avait pas seulement aidé Ethan. Il avait orchestré tout le récit. Je l'ai relu. Une phrase m'a particulièrement marqué. Alors que les officiers supérieurs restaient hésitants, le lieutenant Vance a pris des mesures audacieuses. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était un poignard. J'ai claqué mon ordinateur portable pour le fermer, et j'ai serré les poings. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque cicatrice, chaque nuit blanche, chaque ami perdu, servait maintenant de carburant pour un coup de relations publiques. Pas par l'ennemi, mais par ma propre famille. Non, par les hommes qui étaient censés me protéger. Par le même père qui m'avait autrefois traité de fardeau. Par le frère qui ne m'avait jamais vu autrement, que comme une menace pour sa célébrité. Par un cousin qui pleurait à la télévision nationale, avec des larmes faites de kérosène. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon appartement, les lumières éteintes, la télévision en sourdine. J'ai fixé le plafond, et j'ai pensé, c'est la guerre. Pas le genre de guerre qui se déroule dans les déserts. Le genre où la vérité est un handicap, où le silence vaut permission, où la famille devient une arme. J'avais l'habitude de penser que le champ de bataille était derrière moi. J'avais tort. Il s'était juste déplacé à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai reçu un mémo interne. Des demandes des médias, pour des commentaires, des confirmations, des extraits sonores. Les vannes s'étaient ouvertes. Le nom d'Ethan était à la une.
L'article du blog avait été repris par d'autres sites d'information militaire, et moi, j'étais devenu un fantôme dans ma propre histoire. Eva est entrée dans mon bureau avec 2 cafés. Elle en a posé un devant moi, sans dire un mot. Ensuite, elle s'est assise en face de moi, et m'a regardé droit dans les yeux. « Vous n'allez pas laisser passer ça, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Elle s'est adossée à sa chaise. « Vous êtes restée silencieuse assez longtemps, Riley. Vous les avez laissés vous traiter de fardeau. Vous les avez laissés prendre votre argent, votre mérite, votre dignité. Mais ça, elle a tapoté le bureau. Ça, c'est la guerre. » J'ai pris une gorgée de café. Il était amer, fort, le genre de café qui brûle en descendant. J'en ai fini de me taire, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Alors, faisons du bruit. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à rassembler chaque once de preuves que je possédais. Les journaux de débriefing, les rapports de terrain, les courriels de la chaîne de commandement, les diapositives de briefing avec ma signature numérique. J'allais réduire ce mensonge en cendres, jusqu'à ses fondations. S'ils voulaient une tempête, j'allais leur donner un ouragan. Pas seulement pour moi, mais pour chaque femme qui s'est un jour assise dans une salle de guerre, et à qui on a dit que son intelligence n'était qu'un bel accessoire. Pour chaque soldat, dont le silence a été confondu avec une capitulation. Je n'étais pas effacé. Je prenais juste de l'élan. Le courriel est arrivé à cette heure précise. L'objet, suspension dans l'attente d'un examen de sécurité, priorité. Je l'ai fixé pendant 10 bonnes secondes, avant de l'ouvrir. L'expéditeur était officiel. Le bureau du commandement du personnel de l'armée. Le ton était stérile, direct, avec effet immédiat. J'étais suspendu de mes fonctions, dans l'attente d'une enquête sur une éventuelle faille de sécurité, impliquant des données classifiées de reconnaissance par drone. Mon souffle s'est coupé. Il m'accusait de faire fuiter des renseignements militaires. 15 ans en uniforme, aucune violation, aucun avertissement, pas une seule évaluation manquée. Et pour l'anniversaire de mon enrôlement, le 8 juillet, à 6 heures à Fort Jackson, ils avaient choisi ce jour précis pour l'envoyer. Coïncidence? Non. Précision. Le PDF en pièces jointes décrivait l'accusation. Violation du protocole de sécurité de catégorie 1. Le nom signé en bas n'était pas réel, mais j'ai reconnu le pseudonyme. MJR Delta, une signature fantôme utilisée par le personnel disposant d'une habilitation de très haut niveau. Seule une poignée de personnes pouvaient autoriser ce type d'action. L'un d'eux était le général Adrian Kincaid. Il me détestait depuis le remaniement des renseignements à Kaboul. J'avais exposé une faille dans son modèle de commandement de drone. Cela lui avait coûté 2 contrats, et une promotion. Et maintenant, il soutenait Ethan, mon cousin, l'homme qui avait volé mon opération. C'étaient des représailles enveloppées dans du protocole. Un coup de grâce par tableur. Mes mains se sont crispées autour de la souris. Ils n'essayaient pas seulement de me faire taire. Ils allaient m'enterrer. Je suis resté immobile, dans mon bureau vide. Dehors, la circulation de Washington bourdonnait, comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est cassé. Pas comme une brindille, mais comme de l'acier sous pression. Le genre de rupture que l'on n'entend pas, jusqu'à ce que les dégâts soient irréversibles. Pendant des années, j'étais restée silencieuse. Quand mon père m'avait traité de fardeau. Quand Liam avait vidé mes chèques de paie pour s'acheter des costumes Armani. Quand Ethan avait pleuré de fausses larmes à la télévision nationale, avec mon histoire de guerre dans la bouche, j'avais encaissé. Mais ça, ce n'était pas de la politique familiale. C'était un effacement. Institutionnel, délibéré, coordonné. Je me suis adossé à mon fauteuil, la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de moi, et je me suis souvenu de quelque chose, une vieille conférence TED que j'avais regardée lors de mon 3e déploiement. Brené Brown y parlait de la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, disait-elle. C'est notre plus grande mesure de courage. Je n'avais jamais voulu être vulnérable, mais maintenant, je n'avais plus le choix. Je pouvais soit disparaître discrètement, soit exploser. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me cacher. Je n'allais pas supplier. Ils voulaient une guerre. Ils avaient choisi le mauvais soldat. Au lieu d'appeler le service juridique, j'ai sorti ma ligne sécurisée.
Il n'y avait qu'un seul numéro programmé dessus. Ça a sonné une fois, 2 fois, puis une voix a répondu. Je me demandais quand vous appelleriez, général. Spectre, ai-je dit, ma voix toujours plate. Vous me manquez. J'ai besoin que vous trouviez un fantôme. Nom de code MJR Delta. Il y a eu une pause, puis un rire. Grave, amusé. Cible verrouillée, a-t-il dit. Quel est le plan? Nous les exposons. Chaque message, chaque point d'accès, chaque société écran qu'ils ont utilisé pour faire circuler ces ordures. Je veux toute la chaîne de commandement, le fil complet. Et quand nous l'aurons trouvé? J'ai regardé par la fenêtre. Le dôme du Capitole brillait faiblement, dans la brume de chaleur. Alors, nous réduirons tout en cendres. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas rédigé une démission, mais un plan de bataille. J'ai dressé la liste de tous les officiers, qui auraient pu autoriser le faux rapport, de tous les pseudonymes connus liés à Quinqued. J'ai fouillé dans les anciens journaux de communication, j'ai fait jouer mes relations avec 2 contacts du renseignement au Sancom, et j'ai envoyé des requêtes cryptées à d'anciens camarades, qui me devaient bien plus que des vers. À 3 heures du matin, Spectre m'a renvoyé son premier résultat. Un serveur relais à Arlington, pingé depuis une adresse IP à l'intérieur du Pentagone. Il n'avait même pas essayé de s'en cacher. Bâclé, arrogant, typique. Au matin, j'avais les prémices d'un dossier, des noms, des calendriers, des identifiants de connexion, et une réalisation simple, mais terrifiante. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait d'un système qui broyait ses meilleurs éléments, et remettait des médailles à ceux qui souriaient le mieux à la télévision. J'ai pensé à chaque soldat qui avait été discrètement mis de côté. À chaque femme qualifiée de trop émotive, après avoir dit la vérité. À chaque homme du rang, dont les idées avaient été volées par un supérieur, doté de meilleures relations. C'était plus grand que Riley Stone. C'était de la pourriture. Et la pourriture se propage, à moins qu'on ne l'excise. À ceux d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, certains savent exactement ce que l'on ressent. Vous avez tout donné à un travail, à un système, à une famille. Et quand cela les arrangeait, ils vous ont jeté à la poubelle. Je veux que vous m'entendiez quand je dis ça. Le silence n'est pas synonyme de paix. Parfois, le silence, c'est la mort lente qu'ils souhaitent pour vous. J'en ai fini de me taire. Et s'ils veulent savoir ce qui arrive quand on accule un soldat dans ses retranchements, ils sont sur le point de le découvrir. Le lendemain, mon badge d'accès a été révoqué. J'ai été escorté hors du Pentagone comme une criminelle. Aucune annonce, aucune chance de parler, juste une marche silencieuse devant des personnes qui avaient l'habitude de me saluer dans les couloirs. Eva Rostova m'attendait dehors. Elle m'a tendu une enveloppe Kraft, sans dire un mot. À l'intérieur, il y avait des notes qu'elle avait prises lors du dernier briefing de renseignement, horodatées, paraphées, avec mes contributions surlignées. Son message était clair, je te vois. C'était plus que ma propre famille n'avait jamais fait. J'ai hoché la tête, j'ai murmuré un merci, et je suis parti. À la tombée de la nuit, j'avais déplacé mes opérations vers un espace de travail sécurisé, que Spectre m'avait fourni, dans une ferme de serveurs souterraine en dehors de Washington. Nous avons installé des doubles écrans, des communications en direct, et des couches de cryptage qui feraient cligner des yeux la NSA elle-même. Nous ne piratons pas, lui ai-je dit. Nous rétablissons la vérité. Il a simplement souri. Tout ce qui peut vous aider à dormir, général. Mais je n'ai pas dormi. Pas encore. Parce que je savais que la tempête n'avait pas atteint son apogée. Elle ne faisait que commencer. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur vert pâle de 6 écrans. Arlington, en Virginie. L'un des nombreux nids de Spectre. Il travaillait comme une machine. Pas de musique, pas de café, pas de mots inutiles. Juste le rythme de ses doigts sur les touches, et les jurons occasionnels marmonnés dans sa barbe. Trouvé, a-t-il dit. Quelqu'un a fait preuve de paresse. Je me suis penché en avant. Que as-tu trouvé? Ils ont copié votre identifiant biométrique, utilisé un clone sur le réseau interne du Pentagone, mais celui qui a fait ça a laissé des miettes. Il a pointé un écran du doigt. Événement de connexion tracé jusqu'à un nœud statique, à l'intérieur du bureau de Quinqued. IP militaire, pas de proxy. J'ai expiré un souffle court et vif. Donc, il n'a pas seulement approuvé la suspension, il a orchestré la violation.
Spectre a hoché la tête. Et ça devient encore meilleur. Il a affiché une chaîne de courriels cryptés. L'entête m'était familier. Le suffixe miliente de Quinqued, sa signature numérique. Mais le destinataire. Ethan Vance, ai-je dit à voix haute. L'objet, coordination de la narration, opération Iron Echo. Spectre a décrypté le corps du message. En échange de ta coopération publique, et de ton exposition médiatique à l'U-Spectre, tu te verras accorder un poste avec habilitation classifié au sein du commandement du renseignement militaire, sous réserve de la confirmation des retombées de ton engagement public. J'ai fermé les yeux un instant. Il ne s'agissait pas seulement de voler une histoire. C'était un accord commercial. Mon opération contre la promotion d'Ethan. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Continue à creuser, ai-je dit. Pendant que Spectre poursuivait son balayage, un autre nom est apparu sur mon écran. Sarah Jennings, journaliste d'investigation, la sœur du sergent Colmetry. Elle m'a envoyé un message direct. Nous devons parler. J'ai quelque chose sur Liam. J'ai retrouvé Sarah dans un restaurant, près de l'Interstate 395. Des banquettes en vinyle, du mauvais café, et une excellente confidentialité. Elle était déjà là, feuilletant un petit carnet. J'ai commencé à creuser après ce qui est arrivé à Cole, a-t-elle dit. Je n'aimais pas la façon dont l'histoire a changé, et je n'aimais vraiment pas que votre nom en disparaisse. Elle a fait glisser un petit dictaphone sur la table. J'ai suivi les réunions de Liam. Il a rencontré au moins 4 correspondants militaires le mois dernier. Tous de manière officieuse, pas de transcription. Elle a appuyé sur lecture. Ma sœur, c'était la voix de Liam. Douce, désinvolte. Elle a des médailles, bien sûr, mais ne confondez pas la chance et le talent. La vraie compétence, c'est de savoir façonner le récit. Sarah a mis l'enregistrement en pause. J'ai aussi une source, un membre du personnel subalterne. Il a entendu Liam dire que toute la campagne pour Ethan n'était qu'une opération de nettoyage, pour redorer vos relations publiques. J'ai secoué la tête, ravalant quelque chose entre un rire et un cri. Il n'aidait pas seulement Ethan. Il se positionnait comme le manipulateur, le génie derrière le mythe. Et moi? Moi, je n'étais qu'un outil. Sarah a poussé un dossier de l'autre côté de la table. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des communications de journalistes, des métadonnées des articles, des adresses IP, des horodatages, des preuves de citation prérédigées. Ils ont tout planifié des semaines à l'avance, a-t-elle dit. Avant qu'Ethan ne passe sur Fox and Friends, ai-je murmuré. Il savait exactement ce qu'il faisait, a-t-elle acquiescé. Il voulait vous exclure de l'histoire, vous rayer du tableau. J'ai quitté le restaurant avec les mains tremblantes, et un dossier rempli de trahison. De retour à Arlington, Spectre a levé les yeux quand je suis entré. Regardez ça, a-t-il dit. Un nouvel écran s'est affiché. Vous reconnaissez cette adresse email? J'ai cligné des yeux. C'était la boîte Gmail personnelle de mon père. Spectre a ajouté, il n'est pas prudent. Il ne l'a jamais été. Il a ouvert une chaîne de courriels. Texte brut, aucun cryptage. Comme 2 vieux amis qui commèrent autour d'un verre. Sauf que ces deux-là, étaient le général Quinqued et Harrison Stone. Mon père. L'objet, schémas comportementaux, Riley. Je me suis assise lentement. Quinqued avait demandé un contexte psychologique, et mon père le lui avait fourni. Il parlait de moi à la 3e personne. Riley a toujours fait preuve de volatilité sous la pression. Elle a du ressentiment envers l'autorité masculine. Elle est sujette aux excès de colère, et à une rigidité idéaliste. Elle pourrait nécessiter une surveillance, pour une stabilité de leadership à long terme. J'ai arrêté de lire. Spectre a murmuré. Il leur a donné le profil dont ils avaient besoin, pour justifier votre éviction. Il n'avait pas eu besoin de planter de fausses preuves. Il avait simplement laissé mes cicatrices parler plus fort que mon dossier militaire. Et c'est lui qui leur a tendu le couteau. J'ai fixé les écrans, les courriels, la chronologie que nous avions construite. Père, frère, cousin, mentor, tous transformés en adversaires. Chacun a joué son rôle. Chacun me voyait non pas comme une fille, une sœur ou un soldat, mais comme un obstacle. Et pourtant, je ne me sentais pas brisée. Je me sentais prête. Ce soir-là,
Je me suis assise seule dans la faible lumière du bunker de Spectre, le dossier dans une main, un café noir dans l'autre. Les preuves de Sarah étaient solides, les données de Spectre incontestables. Les fils conducteurs étaient clairs, convergeant vers un point unique. Mais la stratégie ne relevait pas de l'émotion. C'était une question de timing. J'ai ouvert un carnet usé, celui que j'avais gardé de mes jours à l'école de commandement. Sur la couverture intérieure, j'avais griffonné une citation à l'encre rouge, il y a des années. Connais ton ennemi, connais-toi toi-même, et lors de 100 batailles, tu ne connaîtras jamais la défaite. Sun Tzu, l'art de la guerre. J'ai tourné la page, et j'ai commencé à esquisser la première phase. Nous n'irions pas encore rendre tout cela public. Pas avant que les fondations ne soient assez pourries, pour s'effondrer sous leur propre poids. Il nous manquait une dernière pièce, un faux pas de leur côté pour tout déclencher. Spectre a préparé le dossier. Sarah a commencé à préparer un teaser pour la presse. Et moi, j'ai commencé à répéter un autre type de briefing de mission. Un où mon arme ne serait pas la puissance de feu, mais l'épreuve. Un où le champ de bataille ne serait pas une terre étrangère, mais une diffusion en direct. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi, non pas par épuisement, mais par détermination. La salle d'audience était bondée. Le comité des forces armées du Capitole. Les caméras de CESPAN diffusaient tout en direct. Les murs semblaient transpirer sous l'effet de la tension. Adrian Kincaid était assis au premier rang, dans son uniforme d'apparat complet, l'éclat des médailles sur sa poitrine ressemblant à une armure. À sa gauche était assis Liam, impeccable, tiré à 4 épingles, indéchiffrable. Et à côté de lui, Ethan Vance, de toute évidence briefé, de toute évidence suffisant. Et moi, je suis entré par les portes centrales, la colonne vertébrale droite, dans mon propre uniforme de cérémonie bleue. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas vacillé. L'atmosphère a changé à l'instant où j'ai pris place à la barre. Un sénateur du Delaware a ouvert la séance. Général Riley Stone, vous avez demandé cette opportunité pour répondre à de graves accusations. La parole est à vous. J'ai fait un signe de tête, et j'ai ajusté le micro. Pendant 15 ans, j'ai servi ce pays en silence. J'ai planifié des missions, j'ai protégé des vies, et j'ai accepté le coût inhérent au port de cet uniforme. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai demandé que la vérité. Mais la vérité, semble-t-il, était dérangeante. J'ai fait une pause. La salle retenait son souffle. Et maintenant, je vais vous montrer exactement pourquoi j'ai été suspendu. Non pas en raison d'une faute, mais parce que j'en savais trop. J'ai fait signe à un membre du personnel. La première vidéo est apparue sur le grand écran, derrière moi. C'était Ethan, dans l'émission Fox & Friends, décrivant la mission Iron Echo. Lisse, scénarisé, plein d'emphase dramatique. Ensuite, j'ai diffusé l'audio de la mission. L'enregistrement de la boîte noire, de notre opération sur le terrain. Ma voix aboyant des ordres, coordonnant les frappes aériennes, sauvant l'équipe du sergent Maitri sous des tirs nourris. Il n'y avait pas d'Ethan, seulement moi. Un murmure a parcouru la galerie. J'ai levé la main, pour réclamer le silence. Ethan Vance n'a jamais participé à cette mission. Il a raconté une histoire qui n'était pas la sienne, et l'a vendue à l'Amérique. La mâchoire de Kincaid s'est contractée. J'ai de nouveau hoché la tête. Mais il n'a pas agi seul. Une autre diapositive est apparue. Des échanges de courriels entre Kincaid et Ethan. Des promesses d'un futur poste dans les renseignements militaires, liés à la coopération publique d'Ethan. Il a été soudoyé, ai-je dit, pour mentir, en échange d'une carrière. J'ai vu Ethan jeter un coup d'œil de côté, ses mains s'agitant nerveusement. Passons maintenant à Liam Stone, ai-je continué. Officier supérieur des affaires publiques au Pentagone. J'ai tapé sur le pointeur pour changer d'écran. Des métadonnées, montrant les réunions privées de Liam avec des journalistes clés de la défense, programmées des jours avant la publication de leurs articles citant des sources anonymes, pour discréditer mon travail. J'ai passé l'enregistrement audio. Ma sœur, elle a des médailles, bien sûr, mais ne confondez pas la chance et le talent. La vraie compétence, c'est de savoir façonner le récit. Liam n'a pas bronché. Je n'ai pas scié non plus. Puis est venu le coup de grâce. Je veux attirer votre attention, sur cette correspondance, ai-je dit, ma voix tranchante comme un rasoir.
À l'écran, s'est affichée la chaîne de courriel de mon père, Harrison Stone, adressée au général Kincaid. Aucun cryptage, juste un langage froid et précis. Riley a toujours démontré des schémas émotionnels instables. Elle résiste au leadership masculin. Elle est sujette à des actes d'insubordination, dissimulés sous le couvert d'une droiture morale. J'ai laissé les mots résonner dans l'air. Il ne m'a pas défendu. Il a armé mes ennemis. Une longue pause s'en est suivie. Personne ne bougeait dans la salle. Je me suis détourné de l'écran, et j'ai fait face au panel. Sénateur, il ne s'agissait pas d'enquête. Il s'agissait d'assassinat de réputation, stratégique, calculé, et politique. Ce n'était pas de la surveillance. C'était de l'orchestration. Le président de la commission, un vieux républicain de l'Arizona, s'est penché en avant. Général Stone, êtes-vous en train de dire que cette suspension était une mesure de représailles? Je dis que c'était du théâtre, ai-je répondu. Et qu'ils ont oublié qui enseignait l'art dramatique dans cette guerre. La salle s'est fissurée. Quelques rires étouffés, venant de la presse. Le reste de l'audience était toujours abasourdi. J'ai refermé mon dossier. J'ai fait face au général Kincaid. Vous avez essayé de m'enterrer, mais tout ce que vous avez fait, c'est creuser votre propre tombe, avec vos propres documents. Vous m'avez sous-estimé. Voilà ce que sera votre héritage. Puis, je me suis tourné vers Liam. Tu as militarisé les médias, parce que tu n'as pas eu le courage de m'affronter en personne. Voilà ton héritage. Et enfin, vers mon père. Tu m'as dit un jour que le leadership n'était pas une question de gloire. Qu'il s'agissait de sacrifice. Je suppose que tu l'as oublié, quand tu as sacrifié ta propre fille, pour une simple invitation à dîner. J'ai reculé d'un pas, loin du micro. Pas une seule main n'a applaudi, mais le silence. C'était le son de la vérité s'abattant comme un marteau de juge. Après un long moment, le président s'est raclé la gorge. Cette commission va entrer en séance de délibération à huis clos. Nous remercions le général Stone pour son témoignage. Je me suis retourné et je suis sorti, la tête haute. La guerre était gagnée. Je ne suis pas rentré chez moi après l'audience. J'ai marché droit vers le bassin réfléchissant, en face du Capitole. J'ai retiré mes gants, et j'ai fixé la surface vitreuse, comme si elle risquait de se fissurer, sous le poids de tout ce qui venait de se passer. Eva Rostova m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Nous savions toutes les deux ce que ce moment signifiait. Derrière moi, les journalistes commençaient à se rassembler. Certains criaient mon nom. Les caméras tournaient, mais je n'étais pas encore prête à leur parler. Pas encore. Pas avant que les transcriptions officielles ne soient scellées. Pas avant que les ondes de choc ne commencent à frapper les chaînes de commandement. Ce soir-là, Spectre m'a envoyé un message. C'est fait. La presse s'est emparée des images, elles sont en tendance en moins de 12 minutes. Ethan vient de supprimer ses réseaux sociaux. Je n'ai pas souri, non pas par amertume, mais parce que la justice n'est pas une joie, c'est un soulagement. Je suis retourné à l'appartement sécurisé d'Arlington, où je vivais depuis des semaines. À l'intérieur, Sarah Jennings était assise à la table de la cuisine, tapant frénétiquement sur son clavier. Elle a levé les yeux. Ça fait déjà le tour des chaînes, a-t-elle dit. On vous appelle la générale de la vérité. Vous le savez, ça, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. C'est dangereux. Non, a-t-elle dit, c'est juste un rattrapage attendu depuis longtemps. Nous n'avons pas porté de toast. Nous n'avons pas applaudi. Nous sommes simplement restés assises dans le calme. J'ai rouvert mon carnet, et j'ai écrit une phrase sur une page blanche. La phase 2 commence demain. Parce que nettoyer la pourriture ne s'arrête pas à une seule pièce. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Pas par anxiété, mais par instinct. Ce genre d'instinct que l'on aiguise dans les zones de guerre, quand chaque respiration avant l'aube ressemble à du temps emprunté. Je me suis assise avec un café noir, et le dernier email de mon père, encore gravé dans ma mémoire. Il ne s'était pas excusé. Il ne s'était pas rétracté. Il n'y avait eu aucun message de suivi, juste le silence. Mais le silence était, en soi, un aveu. Un nouveau message est arrivé, cette fois d'un jeune officier à Fort Bragg. Il disait, « Commandant,
je voulais juste que vous sachiez que tout le monde ici regarde, et que nous sommes fiers. Une seule phrase. Mais elle tranchait avec plus d'impact, que des milliers de titres de presse ne pourraient jamais le faire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ceci ne concernait pas seulement une audience, ou une carrière. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Ce que nous normalisons, ce que nous excusons, ce que nous choisissons de remettre en question. J'ai plié l'email, et je l'ai glissé dans la poche avant de mon carnet. Ce même carnet qui contenait toutes les stratégies que j'avais écrites, depuis que cette guerre était devenue politique. La phase 2 ne serait pas une question de vengeance. Il s'agirait de reconstruction. Le genre de reconstruction qui commence par nommer ce qui a été brisé, et par refuser de le reconstruire de la même manière. C'est ainsi que les institutions changent, un refus à la fois. L'air le long du Potomac charriait un froid matinal, fin, gris, implacable. Je suis arrivé en avance, non pas parce que j'étais impatiente, mais parce que j'avais besoin de temps pour respirer, avant qu'il ne se présente. J'ai trouvé le banc qu'il avait mentionné dans l'email, à mi-chemin entre la passerelle piétonne et le hangar à bateau. L'endroit était calme, à l'abri des joggeurs et des promeneurs matinaux. La rivière s'écoulait lentement à côté de nous, comme si elle aussi retenait son souffle. Mon père est arrivé avec 6 minutes de retard. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, plus lent. Ses épaules, autrefois imposantes, semblaient s'affaisser sous un poids qu'il remarquait enfin. Riley, a-t-il salué, d'une voix basse. J'ai fait un signe de tête, sans me lever. Monsieur Stone. Il s'est assis à côté de moi, les mains fermement jointes sur ses genoux. Je voulais te dire que je suis désolé. Il n'y avait aucune conviction dans son ton, aucun poids, juste du vent. Pourquoi, exactement, ai-je demandé, en continuant de regarder la rivière. Pour tout ça, je suppose, a-t-il marmonné. Je pensais protéger l'héritage de la famille. Je me suis enfin tourné pour lui faire face. L'héritage, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça? Une toile de mensonges, de contrôle, et de trahison, enveloppée dans un blason familial. Il a grimacé, mais n'a rien dit. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de prouver que j'étais digne de ton nom, ai-je continué. Mais ton nom ne signifie pas la vérité. Il signifie le silence, et j'ai fini de vivre dedans. Il a essayé de nouveau, cette fois avec cette douceur paternelle et fatiguée, qui fonctionnait autrefois sur moi, quand j'étais enfant. Quoi qu'il se soit passé, je suis toujours ton père. J'ai secoué la tête. Tu as cessé d'être mon père, le jour où tu as choisi la stratégie plutôt que l'honnêteté. Quand tu as sacrifié des parts de moi, pour protéger un héritage auquel je n'ai jamais cru. Quand tu as essayé de m'effacer, et que tu as appelé ça de l'amour. J'ai sorti la vieille clé de la maison de la poche de mon manteau, et je l'ai posée sur le banc entre nous. C'est pour la ferme. Je n'y retournerai pas. Il a fixé la clé, comme si elle risquait de le mordre. Je me suis levé. C'est la dernière fois que nous nous parlons, ai-je dit. Au revoir, monsieur Stone. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis éloigné. Le vent de la rivière a soulevé le bord de mon manteau, et m'a poussé vers l'avant. Cela ressemblait à une libération. Une semaine plus tard, les gros titres tombaient comme des dominos. Le général Adrian Kincaid a été mis à la retraite dans la disgrâce. Pas de cérémonie, pas de salut officiel. Ethan Vance a été renvoyé de West Point. L'Académie a publié une rare déclaration publique, invoquant des violations de l'éthique. Liam a été réaffecté à une base tranquille dans le Montana. Il n'a pas appelé. Moi non plus. Sarah Jennings m'a envoyé une copie de la transcription, dans son intégralité. L'audience faisait désormais partie du domaine public. Puis, l'appel est arrivé. Général Stone a déclaré le chef de cabinet du président, sur une ligne sécurisée. Le président aimerait vous offrir une promotion formelle, et un nouveau poste de conseillère stratégique à la Maison-Blanche. J'ai laissé le silence s'installer, quelques secondes de plus que nécessaire. J'en suis honoré, ai-je répondu. Mais je ne suis pas intéressé par un nouveau grade. Ce que je veux, c'est reconstruire, selon mes propres termes. La ligne est restée silencieuse, puis un doux « nous respectons cela » s'est fait entendre. Ce soir-là, je me suis assise avec Eva Rostova sur le patio arrière de sa maison de ville, à Arlington. Elle a versé 2 bourbons, et a allumé un petit feu, dans le brasero en pierre entre nous.
Vous l'avez fait, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. J'y ai survécu. Il y a une différence. Elle a acquiescé. Vous n'y retournerez pas, n'est-ce pas? J'ai regardé le ciel nocturne, sans nuages et infini. Non, ai-je dit. J'ai vu à quoi ressemble la pourriture, lorsqu'elle porte des étoiles sur ses épaules. Je veux construire quelque chose de différent. Elle a levé son verre. Pour brûler ce qui ne nous sert plus. J'ai fait teinter le mien contre le sien. Et pour planter quelque chose de meilleur, dans ses cendres. Nous sommes restés là, en silence. Pas de plan, pas de stratégie, juste en respirant. Pour la première fois depuis des années, je ne me battais pas. Je ne cherchais l'approbation de personne. Je ne faisais pas semblant d'aller bien. J'étais, tout simplement, libre. Le lendemain matin, j'ai ouvert le petit journal intime relié en cuir, que j'avais transporté à travers chaque déploiement. La plupart des pages étaient remplies de coordonnées, de croquis stratégiques, et de fragments de renseignements de terrain. Mais à présent, j'ai tourné vers une page vierge. En haut, j'ai écrit « À quoi ressemble une vie, lorsqu'elle est construite à partir de la vérité ?» Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais que les anciennes réponses, celles transmises par mon père, par l'institution, par le code silencieux du devoir avant tout, étaient révolues. J'ai contacté Jacques cet après-midi-là. Il travaillait déjà sur un nouveau projet. Une archive numérique pour les lanceurs d'alerte à l'intérieur du système de défense. Anonyme, crypté, blindé. Tu en es, m'a-t-il demandé. Plus que jamais, lui ai-je répondu. Je vais le financer moi-même. Il a sifflé doucement. Bon sang, tu ne plaisantes pas. Non, ai-je dit, j'ai joué à leur jeu bien assez longtemps. Plus tard dans la journée, je suis allé rendre visite au sergent Colmetry, maintenant en centre de rééducation après une autre intervention chirurgicale. Il a souri en me voyant, malgré la douleur dans ses yeux. Vous avez terrassé des géants, a-t-il dit avec difficulté. J'ai secoué la tête. Avec la vérité. Il a hoché la tête. C'est la même chose. Avant que je ne parte, il m'a tendu quelque chose, enveloppé dans un tissu. C'était l'écusson de son unité, délavé, et roussi sur le bord. Je veux que vous l'ayez, a-t-il dit, parce que vous ne m'avez pas laissé derrière. Jamais. J'ai dégluti difficilement, et je l'ai glissé dans mon manteau. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, mon carnet à nouveau ouvert. Cette fois, j'ai écrit, qu'il hérite des cendres. J'hériterai de la clarté. Je ne suis pas retourné au Pentagone. Je suis rentré chez moi. Pas à la ferme de la famille Stone. J'avais laissé cela derrière moi, avec la vieille clé, et les fantômes qui n'avaient jamais appris à lâcher prise. Au lieu de cela, j'ai acheté un modeste terrain à la lisière du comté de Jefferson, dans le Missouri. Des hectares de chênes et un ciel ouvert, assez loin du passé, mais assez proche pour reconstruire quelque chose d'honnête. C'est là que j'ai fondé l'Institut Stone pour un leadership honorable. Le nom n'était pas une question de fierté. C'était une réappropriation. Je reprenais le mot Stone, non pas pour l'héritage, mais pour y poser des fondations. L'Institut est devenu un sanctuaire, non pas de silence, mais d'expression. Un endroit où de jeunes officiers, des vétérans de retour au pays, et des leaders civils, venaient apprendre le genre de force qui ne crie pas, le genre de force qui soutient. Nous enseignons l'éthique au combat, la stratégie humanitaire, la résilience de l'esprit. Nous disions la vérité sur la guerre. Pas seulement sur sa violence, mais sur son poids moral. Sur ce qu'il faut, pour garder son humanité intacte, quand tout ce qui vous entoure vous demande de l'abandonner. Certains jours étaient difficiles. Il y avait des visages dans ces amphithéâtres, qui me rappelaient mon propre reflet il y a 10 ans. La mâchoire serrée, le cœur fermé, essayant de ne pas se noyer dans des blessures invisibles. Mais ensuite, quelqu'un restait après les cours, posait une question, pleurait, riait, offrait une histoire, et la guérison commençait, non pas grâce à moi, mais grâce à l'espace que nous avions créé ensemble. Un après-midi couvert, au début du printemps, ma mère s'est présentée. J'étais agenouillé dans le jardin du souvenir, en train d'arracher les mauvaises herbes de l'hiver, quand j'ai vu ses bottes marron poser le pied sur l'allée de gravier. Elle n'a rien dit tout de suite, elle s'est juste accroupie à côté de moi, et a ramassé la truelle que j'avais mise de côté. Nous avons travaillé en silence, le genre de silence qui n'était pas vide cette fois-ci, mais consenti.
Lorsque le dernier parterre de fleurs a été nettoyé, elle a plongé la main dans la poche de son manteau, et a placé quelque chose dans ma paume. Ma première médaille de marathon. Celle que je croyais qu'ils avaient jetée. Elle était polie, lisse, comme si elle avait attendu. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas été courageuse. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste refermé mes doigts sur la médaille, et j'ai hoché la tête. Je ne lui pardonnais pas le passé. Je me pardonnais à moi-même, de l'avoir portée si longtemps. Des semaines ont passé. Les classes se sont agrandies. Les candidatures ont triplé. Un soir, je me tenais au fond du hall principal, regardant un groupe de cadets rire autour de leurs notes, et de leur café. Le tableau blanc était encore couvert de notes, de la dernière session. Philosophie, tactique, objectif. Cette nuit-là, j'ai écrit un nouveau cours. Pas sur la victoire, ni sur les médailles, mais sur la trahison, la perte, et la façon dont ces choses, si on les affronte avec courage, peuvent forger le genre de leader qu'aucune école ne peut fabriquer. J'ai ouvert le cours le lendemain matin, sans préambule. Qu'est-ce qui fait qu'un leader vaut la peine d'être suivi, ai-je demandé. Silence. Et puis, les histoires sont arrivées. Des histoires de commandements brisés, de vies sauvées, de mentors qui avaient échoué, et de moments où ils auraient pu abandonner, mais ne l'ont pas fait. Quand ce fut terminé, j'ai marché jusqu'au tableau, et j'ai écrit ces quelques mots. L'honneur ne s'hérite pas. Il se construit. Je me suis tenu à côté, un instant, le marqueur encore chaud dans ma main. C'était l'héritage que je voulais. Pas un héritage gravé dans la pierre, mais un héritage planté, arrosé, vécu, et finalement libéré. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti, j'ai parcouru le périmètre de la propriété. Les étoiles étaient claires au-dessus du Missouri, non perturbées par les souvenirs, détachées des lignées sanguines. Je me suis surprise à penser, non pas aux batailles, aux audiences, ou aux trahisons, mais au rythme simple de la reconstruction. Au matin qui commençait par un café noir, et le bourdonnement des cigales. Aux vétérans en chaussures de travail, dégageant des sentiers derrière la salle de conférence. Au fait de planter quelque chose, qui durerait plus longtemps que je ne le ferais jamais. Je gardais une pile de livres dans mon bureau, des exemplaires usés de Marc Aurèle, de Sénèque, d'Épictète. La plupart avaient des notes dans les marges, laissées là depuis mon passage à Kaboul, à Séoul, et à Arlington. J'enseignais à partir de ces livres, non pas comme une doctrine, mais comme une invitation à examiner, à choisir, à vivre avec des principes, lorsque les applaudissements et les grades ont disparu. L'une de nos cadettes, une jeune femme nommée Ortiz, est restée tard un soir. Elle était agitée, le regard vif. Commandant, a-t-elle dit, comment sait-on quand il faut arrêter de se battre? J'ai pensé à mon père, à Ethan, à Liam, au champ de bataille, à la salle de conférence, et au Sénat. Quand la bataille vous coûte plus cher que la blessure elle-même, ai-je répondu. Quand vous réalisez que la paix, n'est pas l'absence de conflit, mais la présence d'un alignement. Elle n'a pas noté cela. Elle a simplement hoché la tête. Et cela m'a dit qu'elle avait compris. Je ne construisais pas un héritage de pouvoir. Je construisais un endroit où la vérité pouvait respirer. Et c'était suffisant. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, merci. Ce n'était pas seulement une histoire sur la trahison et le pouvoir. Il s'agissait de choisir ce que nous devenons, après les cendres. Peut-être que, comme moi, vous avez porté des blessures que les autres n'ont jamais vues. Peut-être que vous êtes encore en train de vous reconstruire. J'espère que le parcours de Riley vous a rappelé, que la vérité, lorsqu'elle est vécue pleinement et à voix haute, peut être guérisseuse. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et faites-le moi savoir. À quoi ressemble votre héritage? En attendant la prochaine fois, restez fort, restez fidèle à vous-même.